Et cette mission internationale à Conakry pour éteindre le feu, il y a l'ONU, les émissaires de l'ONU sont là, et dirigés par Mohamed Ibn Chabas. Il y a des émissaires de l'Union africaine également, des émissaires de la CEDEAO. Mission apaiser les tensions entre les opposants et puis le parti au pouvoir. Vous pensez véritablement, Basile, que cette mission va pouvoir régler ces problèmes? La communauté internationale fait trop d'hypocrisie. Vous et moi, on sait que cette mission qui est en train d'aller là-bas dira à l'opposition, venez, acceptez le résultat, oui. On vous a gagné, allons-y. Je crois que c'est le message qu'ils veulent aller transmettre. Or, ils savent pertinemment que ce qui s'est passé là-bas, ça laisse à désirer. Jusqu'à ce que le vice-président a démissionné là. Oui. Alors, tout le monde a vu que ben, c'était comme ça là. C'est au vu au-dessus de tout le monde que on a bourré, on a fait ce qu'on peut. Surtout dans les fiefs de Alpha Condé. Alors, il fallait prévenir des situations comme celle-là si la communauté internationale voulait être sérieuse. Ça se passait depuis dans ce pays-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour éteindre ce feu-là, ces braises-là qui étaient éparpillées un peu partout dans le pays? Rien, on n'a rien fait. On a laissé faire. On a conduit jusqu'à ce qu'on arrive à ce résultat aujourd'hui. Mais c'est la même chose, c'est la même rengaine. Hein? Ouais. On laisse faire, monsieur le président, allez-y, nous viendrons, on va... C'est ça. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Et les institutions internationales commencent donc par perdre de leur crédibilité dans toutes ces affaires-là. La CEDEAO aujourd'hui, les nations... Ces institutions perdent leur crédibilité. C'est ce qui s'est passé peut-être la SDN, Société des Nations, dans les temps antérieurs, où elle a laissé des situations germer. Après, l'ONU est arrivé. L'ONU aussi a également pris le même chemin. Aujourd'hui, toutes les institutions internationales participent seulement à l'effondrement de la démocratie dans nos États. Elle ira faire quoi? Éteindre quel feu? Des combats. Le feu est déjà là. Il ne peut même pas l'éteindre. Quel que soit ce que cette mission va proposer, je crois que le pays est déjà en feu. Et celui-là qui se dit président, je crois qu'il sera mal à l'aise jusqu'à peut-être la fin de son mandat si Dieu lui donne la vie. Et voilà. Donc, c'est moi ce qui me fait, c'est puis mes cœurs dans cette histoire, c'est que la communauté internationale fait preuve de trop d'hypocrisie. Trop d'hypocrisie. Il fallait prévenir la situation. Tout le monde savait qu'on allait vers là. Elle s'est tue. Et après, éteindre quel feu. Et David, oui, David, il faut dire même qu'aujourd'hui, un bébé de 14 mois reçoit une balle perdue depuis la chambre de sa maman. C'est une situation inquiétante. Est-ce que vous pensez que Cellou Dalein Diallo va pouvoir accepter cela comme du beurre, puisque c'est la 3e fois qu'il perd face à Alpha Condé? Bah, ça va être un peu complexe, hein. Ça va être un peu complexe. Déjà, quand vous entendez les discours de l'opposant, c'est des discours de rejet de la victoire de Condé. Il s'inscrit dans la dynamique de rejeter ces discours qu'il qualifie de frauduleux. Et cela ne va pas arranger les affaires là-bas. Malheureusement, les 2 premières élections auxquelles Cellou Dalein avait participé avaient donné les mêmes résultats, avec la victoire de Condé de 12% au premier tour en 2010, je crois. Il est arrivé à remporter les élections au 2e tour. Par quelle alchimie, personne n'a jamais compris. Et même si ce n'est pas des jeux d'alliance, je pense quand même que les électeurs de Cellou Dalein Diallo n'ont pas voté pour Condé. Et donc, au 2e tour, on a compris, on a vu ce qui s'est passé et il avait gagné en 2010. Alors aujourd'hui, moi, quand on me dit que il y a une mission internationale qui va être envoyée à Conakry pour éteindre le feu, je dis c'est non. Non. Et le feu couvait depuis très longtemps. Cette mission, elle était où? Elle aurait pu arriver plus tôt pour prévenir la situation. On sait comment les choses se sont passées. Déjà à la base, la modification forcée de la Constitution. La candidature contestée de Alpha Condé, les élections qui ont été organisées dans des conditions que tout le monde connaît. C'est des facteurs assez évidents qui devaient alerter très tôt ces différentes missions internationales à venir prévenir sur le terrain. Et l'ONU, elle n'est pas fatiguée, elle aussi, à chaque année, de venir en Afrique pour, soi-disant, trouver des solutions à des crises politiques de ces pays-là. L'ONU, dites-moi s'il y a
une seule mission de l'ONU qui allait régler un tel problème en France, en Angleterre, en Allemagne ou dans un autre pays de l'Europe. Les Nations On la voit Unies, plus là, en Afrique. et elle n'est pas fatiguée. Ou alors l'ONU est créée pour l'Afrique. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, à un moment, il faut que ces missions aussi arrêtent de manquer du respect à nos pays. C'est-à-dire que c'est quand même assez extraordinaire qu'on nous dise, nous, Africains, indépendants depuis 60 ans, qu'on nous dise qu'on envoie une mission internationale pour venir éteindre le feu. Venir éteindre, qui attise ce feu? Le feu. Mais on sait qui attise ce feu-là. Et donc, il faut que ces missions comprennent qu'au-delà de tout, si les États africains arrivent à stabiliser la politique ou leur situation politique dans chaque pays, on n'en arriverait pas là. On ne viendrait pas déranger une mission pour venir, soi-disant, éteindre le feu. Le feu couvait depuis très longtemps. C'est la même situation en Côte d'Ivoire. Après les élections du 31, si elle arrive à être tenue, vous allez voir, c'est la crise, on vous dira qu'une mission... Mais là, la CEDEAO est en train déjà de jouer son rôle. Oui, mais la CEDEAO, là, au final, elle aussi, elle est trop Dieu d'oreille. Je m'en excuse, hein, mais c'est une organisation qui n'est plus crédible aux yeux de beaucoup d'Africains. En quel sens? On a vu comment cette Parce CEDEAO... qu'elle ne favorise pas les opposants ou bien pas les opposants, mais les peuples. C'est-à-dire que cette CEDEAO, elle est fermée au peuple. On parle de CEDEAO des peuples, CEDEAO des peuples. Oui, c'est un discours qu'on sert. Mais la CEDEAO n'a jamais été du côté du peuple. Regardez un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé même dans notre pays dans le temps, ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Mais on ne sent pas encore que cette CEDEAO est attentive aux cris de détresse des peuples. Il faut qu'elle s'investisse véritablement. C'est pour ça que lorsque, dans un pays en crise, on annonce l'arrivée d'une mission de la CEDEAO, les gens sont dubitatifs. Les gens n'y croient pas. Parce qu'on sait ce que cette mission viendra faire. Alors qu'en amont, la mission aurait pu être crédible en s'opposant à ces présidents qui changent de constitution et qui veulent faire un troisième mandat contre la volonté des lois qui sont érigées dans le pays là. C'est terrible. Si tant est que cette CEDEAO veut être crédible, il faut qu'à l'avenir, elle prévienne ces situations. Pourquoi cette CEDEAO n'est jamais allée? Donnez-moi juste un pays de la sous-région ouest africaine anglophone dans laquelle la CEDEAO s'est investie. On me dira la Gambie. Pour le cas de la Gambie, on sait ce qui s'est passé. Ouais. Jammeh avait reconnu sa défaite et après il a voulu faire du forcing. C'est en cela que la CEDEAO s'est déployée. Mais les autres pays anglophones... Et on a vu la manière. On a vu la manière. C'est en ça qu'on veut sentir la CEDEAO. Mais quand elle est là et que c'est après les élections frauduleuses qu'on l'envoie pour venir éteindre, quel feu? Le feu, il est là depuis très longtemps. On sait qui a mis le feu. On sait qui l'attise aussi. Ce feu-là. On sait, Basile, aussi que c'est un risque parce que les communautés s'opposent en Guinée-Conakry. On sait que Cellou Dalein Diallo est un peul. Est-ce que l'opposant a le choix? Il n'a pas le choix. Non. L'opposant n'a pas le choix. La situation même du pays ne lui donne aucune possibilité pour pouvoir inverser la situation qui se présente, la situation du pays, la situation politique du pays, que le président avait mise en place et qui fait que, quel que soit l'effort que Cellou Dalein Diallo allait fournir, il n'arrivera pas à grand-chose. Et c'est quand même assez dommage et ça révolte. Parce que ce qui se passe dans nos pays africains, je ne sais pas si les présidents pèsent le retour de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que les Européens, la communauté internationale dont nous sommes en train de parler, sait que si la démocratie marche bien en Afrique, elle aura des soucis. Voilà, la communauté internationale aura des soucis. Les Africains vont se réveiller, vont se réorganiser et donner beaucoup plus plaisir à leur peuple. Et les peuples vont travailler ensemble pour leur développement. Et donc, lorsque le continent africain va se développer, eh bien, les pays européens, tout ça là, vont avoir de sérieux problèmes. Et c'est des calculs. Et malheureusement, au lieu que les présidents africains comprennent que nous voulons développer notre Afrique, nous voulons nous développer, nous voulons que le développement parte de la base en Afrique pour un vrai développement, non, on participe je ne sais pas, à ce coup de force que l'Occident, eh bien, nous aide à faire. Parce que être président, voilà, à vie, ça amène quoi?
On est président, je suis président, je suis président. C'est vrai, il y a des avantages à être président, mais beaucoup de pays nous ont démontré, pourquoi on parle des pays, les pays anglophones, nous ont démontré. Mais ce que le Ghana, par exemple, possède, les richesses que le Ghana possède, auraient pu amener les successifs présidents ghanéens à vouloir garder le pouvoir. Mais ils ne l'ont jamais fait. C'est des démonstrations que les gens là nous font. Mais si le continent africain, francophone aussi, mais se met dans ce pas, je crois que nous ferons beaucoup peur à l'Occident. Malheureusement, il se trouve encore de ces présidents qui continuent donc de maintenir, de tirer le continent vers le bas. C'est ça qui est un peu dommage. C'est ça qui est un peu dommage. Regardez ce qui s'est passé au Mali la dernière fois. Regardez ce qui s'est passé. Bien, il y a eu un coup d'État. Parce que tout le monde prévoyait ce coup d'État. Et même les gens même priaient pour le coup qu'il y ait un coup d'État. Je vous le dis. Moi, sur ce plateau, j'avais évoqué quelque chose comme ça. Qui peut avoir dans les jours à venir un coup d'État. Et il suffit de voir la mobilisation. Il y a eu coup d'État. C'est la CEDEAO qui vient, qui dit non, on va vous bloquer si vous faites ceci. Et la CEDEAO est allée jusqu'à bloquer les finances pour obliger la junte militaire à céder. La junte a cédé. Et ce n'est pas un moyen peut-être de dire aux autres nations, attention, quand vous faites coup d'État, comme la Côte d'Ivoire qui est en crise, vous aurez des soucis. C'est le président ivoirien même qui a pris le devant des choses pour dire voilà, parce qu'il sentait que lui aussi, il allait se mettre dans cette chaussure-là. Il faut rapidement qu'il règle ce problème et qu'il démontre que si jamais en Côte d'Ivoire on me fait ça... Mais il a été accompagné par le président ghanéen. Oui, le président ghanéen, malheureusement. Malheureusement. Mais c'est dit que ça fait très mal si les présidents africains continuent de se mettre sur ce chemin-là. C'est le malheur du continent africain qu'ils sont en train donc d'encourager. Moi, c'est ça. David, vous avez évoqué l'élection en 2010 du président Alpha Condé. Quand on voit ce qu'il a eu au premier tour, est-ce qu'on n'a pas l'impression aujourd'hui que c'est l'Occident qui place les présidents et après ils nous font voir de toutes les couleurs? Moi, je m'inscris toujours en faux contre cette assertion-là qui dit tout le temps que c'est la France qui choisit les présidents. Ce temps est révolu. Aujourd'hui, les choses ont avancé. C'est vrai qu'il y a une dizaine, vingtaine d'années, certains chefs d'État étaient choisis dans les bureaux de l'Élysée pour les imposer aux Africains. Mais aujourd'hui, il y a quand même cette recrudescence, cette envie de la population d'aller à des alternances souhaitées. Et souvent, moi, je me dis qu'on se cache derrière ces assertions pour faire croire que, même si cela reflète la réalité dans un sens, pour certains pays, on a vu un peu ce qui s'est passé en Afrique francophone, véritablement. On a vu, quand vous prenez l'Afrique centrale, tous les présidents qui sont là-bas, c'est des présidents qui ont été, qu'on est allé chercher quelque part pour dire viens rester là-bas pour défendre nos intérêts, et ça s'arrête là. Néanmoins, en Afrique francophone, vous allez voir qu'il y a une sorte de mutation qui s'opère. Le Burkina Faso, le Bénin, le Sénégal. On avait parlé entre-temps de la Côte d'Ivoire avec Ouattara qui aurait été parachuté par la France et tout. C'est des discours qu'on sert pour anéantir la volonté de la population d'aller vers des alternances souhaitées. Maintenant, si nos populations sont assez éveillées, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, on a vu un peu, comme je le disais, des mutations dans certains pays, mais derrière, quel est le reliquat qu'on a? C'est un peu ça la question. Les acquis sont où? Des présidents ont été portés au pouvoir par la population, mais ils ont très tôt déçu. Ils sont là. Effectivement. Oui, ils se connaissent, ils ont très tôt déçu. Et ça a fait mal à la population. Et cette population attendait le jour J pour faire changer les choses. C'est ce qui s'est passé au Sénégal avec Wade. Ouais. Lorsque Wade avait voulu s'accrocher au pouvoir pour son désir de troisième mandat, là, les Sénégalais lui ont dit, pas de souci, modifie la Constitution, représente-toi, on t'attend. Et c'est là où on voit quand même l'organisation et de la société civile au Sénégal et de l'opposition sénégalaise. Et qui n'est pas faite peut-être en Côte d'Ivoire ou oui, malheureusement, même en Guinée, parce que l'argent circule. Vous savez,
il y a de ces responsables de société civile qui sont très vite corruptibles. Hein. Il y en a plein qui, pour une valise d'argent, tout de suite, ils changent de costume, oubliant la mission qui était la leur, qui consiste à défendre les intérêts de la population. Ils oublient très vite. Et dans la réélection de Condé, beaucoup de valises ont circulé. Beaucoup de choses se sont passées parce que c'est quand même assez extraordinaire que, même si ce n'est pas toute la population de la Guinée qui sortait dans les rues, c'est un peu comme ce qui s'était passé au Mali, où la population sort dans les rues et aux prochaines élections, Ibeka remporte au premier tour. C'est incompréhensible. Moi, je n'ai jamais vu ça dans aucun pays. En tout cas, quand on parle de... J'ai jamais vu ça dans les pays européens ou américains. Hein. Aujourd'hui, Donald Trump a chaud parce que ça ne va pas chez lui. Vraiment. Et qu'on dise que voilà un président qui est comment on dit ça en français, qui est dénoncé, dont la gestion est dénoncée par la population, et que ce même président arrive à tripatouiller la Constitution, modifie la Constitution, force sa candidature, se représente et remporte les élections par un coup KO de 59%. Bon. Il faut être guinéen pour comprendre cela. Nous, on s'est dit, bon, malheureusement, c'est le cas de la Guinée, mais j'estime quand même que sur ce coup-ci, Alpha Condé a tapé dans un essaim d'abeilles, et son nouveau mandat qu'il va débuter dans quelques semaines risquera de se passer pire que tout ce qu'il avait eu à subir sur les 10 dernières années où il était président. Basile, en tout cas, la mission, elle est on ne peut plus claire, ramener peut-être la paix, apaiser les tensions. Est-ce que vous pensez que les émissaires peuvent le faire et comment ils vont s'y prendre? C'est une mission qui joue un jeu. La mission sait qu'elle n'arrivera pas à apaiser les populations, mais j'allais dire quelque chose. Tout à l'heure, vous avez parlé de la société civile qui bouillonne un peu dans un certain nombre de pays, mais cette société civile n'arrive pas à avoir devant elle une opposition qui porte vraiment leurs convictions, qui porte réellement leurs convictions. Et ce qui fait que, du coup, on voit la société civile qui fait tout son mouvement, mais devant ceux qui portent leur voix ne sont plus crédibles vis-à-vis de la communauté internationale, pour que cette communauté voit que non, il y a une puissance qui est derrière ces messieurs-là, et il faudrait que nous les aidions. Parce que vous savez, aucun pays ne peut vivre en autarcie. Devant toute situation, on ne peut pas nous dire que non, les Africains seuls peuvent faire quelque chose, etc. Non, il faut qu'ils soient soutenus. Et donc, si cet élan-là devient une force, et que les opposants qui prennent le devant de ces sociétés, disons civiles, mais qui est beaucoup plus politique, ces sociétés, eh bien, je crois que l'Occident va essayer beaucoup plus de voir du côté donc de cette population, considérer cette population, parce que ceux qui la représentent, ceux qui sont devant cette population, sont des responsables. Basile, moi, j'ai une opposition irresponsable un peu partout en Afrique, parce que dans tous les pays où cette histoire-là s'est passée, moi je dis que les oppositions sont irresponsables. Elles n'arrivent pas à porter vraiment la voix des populations et de façon sérieuse. On l'a vu au Sénégal, on a vu le mariage entre la société civile incarnée par Fadel Barro et puis l'opposition. On l'a vu également au Burkina Faso, le ballet citoyen de Smoky, et puis l'opposition. Comment copier l'exemple de ces pays? Même en RDC, Filimbi gêne véritablement le pouvoir en place. Justement. Et je ne sais pas s'il faut que nos opposants aillent à une école de gain de crédibilité dans leur démarche. Barro, pratiquement, n'était pas connu. Voilà. Le peuple s'est soulevé et Barro a vraiment pris le devant. Le peuple est resté ferme jusqu'à la fin pour porter Barro là où il est. Parce que de l'autre côté, l'autre, comme tout à l'heure David le disait, avait reconnu sa défaite. Ça a au moins favorisé le règlement de ce problème par la CEDEAO. À l'époque, quand le chef de l'État togolais était donc président en exercice de la CEDEAO, ça a favorisé la situation et on est parvenu à chasser Jammeh de là. Bon, maintenant, je ne sais pas. C'est le Daniel Diallo a subi
c'est contre-coup. 3 fois déjà. Oui, 3 fois, ça fait Quelle la leçon fois. a-t-il tiré et comment a-t-il réorganisé sa marche pour que les populations le suivent? Il n'a rien réorganisé. Il est là, il est resté là, il croit que bon, ça va tomber du ciel. Non, ça ne tombe pas du ciel. Il faut vraiment avoir une crédibilité sur le plan international et que les gens vont vous faire confiance et vont vous aider. Et de deux, c'est les armées africaines qu'il faut encore voir. Ce qui s'est passé au Mali, c'est grâce à l'armée malienne qui à un moment donné a dit non, il faut qu'on en finisse avec cette histoire. Donc l'armée règle le problème quelquefois, l'armée plombe quelquefois. Bon, cette armée elle aussi, ces armées elles aussi. Mais il faut quand même que ceux qui veulent porter les désirs de la population, je dis, soient vraiment responsables. C'est un langage responsable, un langage qui acquiert le soutien, qui attire le soutien de la communauté internationale. Rien ne peut se faire si la communauté internationale n'arrive pas à jouer également sa partition en comptant sur celui-là qui a mené la bataille et pour y aller. Et je retourne un peu au Burkina Faso. Ce qui s'est passé au Burkina Faso pour faire fuir Blaise, tout le monde l'a vu. Tout le monde a vu. Bien que cette armée, à un moment donné, n'était... Mais quand même, tout le monde a vu. La population était déterminée. Et l'armée a vu. Ah non, il faut... Et Blaise est parti. Et donc, je crois que nos oppositions, c'est Kérékou qui le disait, nos oppositions, ce sont des intellectuels tarés. Je ne vais pas le répéter, mais bon, je suis obligé de le dire. Il faut que nos oppositions aillent à une école pour que la bataille qu'elles veulent mener ait l'assentiment de la population, mais reçoivent également l'attention de la communauté internationale pour qu'on leur fasse confiance. Un peu partout dans nos pays, c'est ça qui a manqué et c'est ça qui continue de manquer et que les situations-là sont en train de perdurer. David, ces émissaires doivent rencontrer l'opposition, le parti au pouvoir, la société civile. Vous pensez véritablement qu'elle peut réussir ou bien qu'ils peuvent réussir leur mission? Dans l'état actuel de la situation, je doute fort. Parce que la réclamation de l'opposition, c'est sa victoire. Et donc, cette victoire ne peut être concrétisée que par la proclamation des vrais résultats issus de l'élection de dimanche dernier. Et le gouvernement guinéen ne semble pas favorable à cela. Et les gens proposent même une nouvelle élection. S'il faut véritablement compter sur l'impartialité de cette mission et que qu'il y ait un peu de crédibilité qui ressorte de cette mission, je pense qu'à un moment, il faut s'accorder sur le nécessaire. Et le nécessaire aujourd'hui, c'est de revoir ce qui s'est vraiment passé lors de ces élections. C'est facile de recompter les voix, c'est facile de reprendre le processus électoral, c'est facile de réorganiser ces élections. Si tant est que aucune des deux parties, pouvoir et opposition, ne cherche à cacher quoi que ce soit. Si Condé est sûr d'avoir remporté ces élections à 59%, j'estime qu'il ne lui serait pas difficile d'accepter d'aller dans le recomptage des votes ou alors de revoir le processus qui a permis qu'il soit élu à 59%, s'il n'a rien à cacher. Si l'opposition estime qu'elle a gagné ces élections, je pense qu'il ira aussi de son intérêt d'apporter les preuves nécessaires pour attester sa victoire. Mais dans le cas d'espèce, pour ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, on n'a pas besoin que l'opposition apporte les preuves. On sait ce qui s'est passé. Quand on annonce la démission ou le départ plus de 2 commissaires, la démission du vice-président de la CENI, qui vient de l'opposition. Voilà, pour manifester ou pour s'opposer aux proclamations des faux résultats, je pense que tous ces paramètres doivent véritablement interpeller. Et aujourd'hui, nul ne peut s'assurer de la victoire de Condé quand on sait ce qui s'est vraiment passé, les conditions dans lesquelles ces élections ont été organisées, la précipitation avec laquelle Condé voulait aller aux élections et ce qui a suivi après. Je pense qu'à un moment, il faut que cette mission, si elle se veut vraiment crédible et si elle se veut vraiment impartiale, qu'elle tape du poing sur la table pour imposer la vérité des urnes. Et cette vérité des urnes ne peut se faire connaître que par le recomptage des bulletins ou alors par l'opposition des preuves entre les deux parties ou au pire des cas,
réorganiser une nouvelle élection pour véritablement sortir le vainqueur qui sera élu par l'ensemble du peuple guinéen. Basile, à part les positions on ne peut plus extrêmes, il peut avoir aussi consensus et donc partage du pouvoir, c'est possible. Bon, est-ce que l'opposition, Cellou Dalein Diallo, va accepter un partage du pouvoir? Je dis, s'il accepte ce partage du pouvoir, moi je ne lui donnerai pas du crédit. Honnêtement, je ne lui donnerai pas du crédit. Et puis, il y avait une proposition que David était en train de faire, que le président accepte qu'on recompte les voix. Non, ce monsieur n'a pas organisé les élections pour qu'on recompte les voix. Ce monsieur a organisé les élections. Il avait peut-être déjà les résultats dans sa tête. Et il est venu, il a proclamé les résultats, c'est tout. Il ne voulait pas aller à un deuxième tour pour lui créer des problèmes. Il va avancer l'argument selon lequel non, le pays n'a pas beaucoup d'argent pour qu'on reprenne les élections. Et donc la mission là n'aura rien à faire. Mais il faut quand même qu'on soit honnête. La mission n'aura rien à faire. Condé va leur dire, notre pays a déjà gagné les élections. Nous sommes souverains. Et donc, il faut accepter les résultats. Si l'opposition ne veut pas accepter, l'opposition acceptera. Chemin faisant. Et là, c'est un échec pour la mission. Ça. Et ça risque de plomber. La mission va échouer. Il ne faut même pas rêver. Cette mission-là, elle va échouer. Elle n'aura rien à faire. Si elle a les possibilités pour dire au président, sortant, rentrant, que pour l'apaisement du pays, nous aurons aimé qu'on recompte les voix. Malheureusement aussi, nous avons une opposition qui n'a pas aujourd'hui les éléments palpables pour dire que c'est elle qui a gagné les élections ou bien que les résultats proclamés sont faux. L'opposition n'a pas les éléments. C'est vous dans un dialogue. Si vous avez il a dit que nous avons des difficultés à regrouper les preuves. On va à une élection et on a déjà... C'est-à-dire, l'opposition devait savoir qu'elle n'aura aucun élément, aucun moyen pour rassembler les résultats. Elle n'aura aucun moyen. Surtout, elle a des difficultés dans le fief du président sortant. Justement, elle savait ça. Mais il fallait prendre les dispositions pour pouvoir, quelle que soit la situation, avoir les résultats. Si vous n'avez pas les résultats, vous allez réclamer quel résultat? Comme quelqu'un quelque part. OK? Donc, il faut que nos oppositions comprennent que la lutte, elle n'est pas à bailler et à dire, voilà, le résultat viendra matin. Non, il faut se donner les moyens. Il faut se donner les possibilités pour pouvoir, au moment où il le faut, démontrer que les résultats sont faux. Si vous n'arrivez pas à démontrer, on me dit non, on ne peut pas dire que, bon, voilà, l'opposition, parce que c'est l'opposition, donc on doit déjà dire que l'opposition a raison. Non. Il faut que l'opposition démontre sa raison. Et vraiment, ça va faire plier les gens, malheureusement. Parce qu'on pense aussi que quand on est dans l'opposition, la population dit souvent c'est l'opposition qui a gagné. Le parti au pouvoir, David aussi peut gagner. C'est ça. C'est ça le problème. Aucun parti au pouvoir n'a jamais organisé les élections. Pour perdre. En Afrique, pour la perdre. Voilà. Ça, c'est leur discours. Maintenant, il y a des cas où le parti au pouvoir a organisé des élections, elle les a perdues. On a vu au Bénin, on a vu au Sénégal. Au Sénégal, ok. On a vu dans d'autres pays de l'Afrique anglophone aussi, où les présidents ont organisé des élections, mais ils les ont perdues. Mais il faut les perdre intelligemment et accepter de partir. Quand vous avez perdu les élections, acceptez de les avoir perdues. Quelqu'un avait perdu, vous avez gagné, vous étiez venu, vous avez perdu. Partez comme votre prédécesseur et vous partirez par la grande porte, la tête haute. Et donc, on fait une petite pause, on passe au journal et on revient après.